Salut à tous! Aujourd'hui, on va ouvrir un bouquin de mathématiques afin de parler des post-shot expected goals. Est-elle la meilleure statistique pour juger les gardiens de but? Alors les médias nous abreuvent de statistiques depuis un certain temps. Le but est d'objectiver la performance d'une équipe ou d'un joueur en particulier. On va voir comment les post-shot expected goals se rapprochent de cette objectivation concernant les attaquants, mais également et surtout les gardiens de but. Alors les post-shot expected goals, c'est quoi? D'abord, les post-shot expected goals, c'est une évolution des expected goals que nous voyons de plus en plus sur nos écrans. C'est quoi un expected goal? C'est la probabilité qu'une frappe en fonction de sa position rentre dans le but. Plusieurs paramètres permettent de définir cette chance d'expected goal. Tout d'abord, la qualité de la passe, donc avant la frappe. Est-ce qu'elle arrive à la bonne hauteur? Ensuite, on va prendre en compte est-ce que la défense est proche du frappeur? Est-ce que le frappeur est gêné par la défense? La position du gardien, pour est-ce que le gardien est bien placé ou non? Et ces expected goals permettent à la fin de définir un peu les occasions franches qu'ont eu les différents attaquants de l'équipe. Et depuis un certain temps, on a une nouvelle star des statistiques qui sont les post-shot expected goals. Alors, contrairement aux expected goals qui s'intéressent à la frappe, enfin en tout cas à la position du frappeur, nous, on va s'intéresser avec les post-shot expected goals à la qualité de la frappe. Donc en plus des paramètres qu'on a définis avant, on va avoir trois nouveaux paramètres. On va avoir la vitesse du ballon, donc si elle est frappée très forte ou non. On va avoir l'effet donné au ballon, est-ce qu'il est enroulé, est-ce qu'il est tapé tout droit. Et enfin, on va surtout avoir la position dans le but. En effet, globalement, un ballon est plus difficile à arrêter en lucarne qu'au centre. Et donc, pour illustrer un peu cette différence entre les expected goals et les post-shot expected goals, on va prendre deux exemples. Le premier, c'est celui du but de Roberto Carlos lors du tournoi de France de 97. Donc Roberto Carlos, pour son coup franc, il est à 30-35 mètres et il a un mur. Donc déjà, on peut dire que son expected goal est très faible, peut-être 5% de chance de marquer. Mais au moment où il frappe, on a un ballon qui part très fort, avec un effet très prononcé d'enrouler sur la droite qui est rentrant, et le ballon finit poteau rentrant. Donc le post-shot expected goals, avec cette qualité de frappe, a augmenté peut-être à 90% de chances de marquer. En effet, Barthez a très peu de chances d'arrêter le ballon. A l'inverse, la frappe de Mbappé lors de la finale de Ligue des Champions 2020. Donc on se souvient de cette frappe écrasée qui est réalisée dans la surface, donc à une position proche du point de pénalty, donc avec un expected goal plutôt élevé, on va dire 70% de chances de marquer. Mais malheureusement, la frappe d'Mbappé est totalement ratée et au centre. Et donc Neuer va très probablement réussir l'arrêt. Donc le post-shot expected goal est plutôt de 10%. Et donc on a vraiment ces deux statistiques qui nous permettent facilement de dire est-ce qu'il y a eu des occasions franches et est-ce que la qualité de la finition a été au rendez-vous. Et donc par exemple, si on fait le nombre d'expected goals moins les post-shot expected goals, on va avoir une statistique sur les attaquants. Et donc concernant les gardiens, on va prendre le nombre de buts encaissés et on va le comparer aux post-shot expected goals. Donc comment on va faire? Eh bien, on va prendre une somme. Donc on va prendre par exemple sur une demi-saison la somme des buts encaissés et on va prendre la somme des post-shot expected goals qui ont été concédés par le gardien. Et c'est notamment ce que fait le très bon site FBref de statistiques sur les gardiens de but. Si on prend les gardiens de but de Ligue 1, une statistique, les post-shot expected goals moins les buts encaissés nous donne un indicateur sur la performance du gardien. Est-ce que
il a mieux performé qu'un gardien moyen qui aurait reçu le même type de frappe. Parce qu'une probabilité, en fait, c'est une probabilité qui a été construite sur des milliers de frappes, un historique de frappes absolument très conséquent pour dire qu'aurait fait le gardien moyen sur ces types de frappes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en haut de ces post-shot expected goals, on va retrouver Walter Benitez, Anthony Lopes et Paul Lopez avec respectivement 2,3, 2,1 et 1,6 buts qui ont été sauvés par ces gardiens par rapport au nombre de buts encaissés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Walter Benitez, Anthony Lopes et Paul Lopez ont arrêté plus de buts qu'un gardien moyen qui aurait été à leur place dans les buts. A l'inverse, Benoît Costil, Arthur Desmas ont sous-performé par rapport à ce qui aurait été le nombre de buts encaissés par un gardien moyen. Donc on a par exemple Costil qui a encaissé 8,9, donc presque 9 buts de plus que ce qu'il aurait dû encaisser si un autre gardien était dans le but. Alors à cette statistique, pour être totalement exact au niveau mathématique, il faut savoir qu'on enlève les CSC, tout simplement parce qu'on considère que le gardien n'est pas capable de anticiper le CSC de son défenseur. On enlève également les pénaltys, parce que les pénaltys font intervenir des facteurs qui sont un petit peu différents du post-shot expected goals habituel, notamment peut-être un petit peu d'intox, un petit peu de... Voilà, généralement un penalty a une probabilité de 1 pour rentrer, donc c'est pour ça qu'il n'entre pas dans ce calcul. Et pour utiliser les post-shot expected goals, il faut comprendre que ça prend en compte les tirs cadrés et les tirs cadrés non contrés. Donc ça ne prend pas en fait l'influence de la défense et l'influence des défenseurs. Et ça, ce facteur, ça permet également de remettre en relief une statistique que l'on utilise de plus en plus sur les plateaux télé et qui est un peu brocardée, c'est le pourcentage d'arrêt par gardien. En effet, un gardien qui a une très bonne défense pourrait avoir un pourcentage d'arrêt élevé grâce à sa bonne défense. Typiquement, Paul Lopez. Paul Lopez a 78% d'arrêt sur la première partie de saison parce que en tout cas parce qu'il a une très bonne défense. Et en fait, là où ça va pouvoir être très utile, c'est qu'on va pouvoir utiliser les tirs cadrés et faire la différence avec les post-shot expected goals pour définir un pourcentage moyen qu'un gardien moyen aurait atteint s'il était dans le but de l'OM. Et donc le pourcentage d'arrêt qu'un gardien moyen qui aurait été dans le but de l'OM, ça serait 75%. En revanche, Paul Lopez a fait 78% d'arrêt. Et donc ça veut dire que Paul Lopez, il y a les 3% de ces 75% qui sont, entre guillemets, totalement grâce à lui, et donc il a surperformé par rapport à son pourcentage d'arrêt, qui pourrait être considéré un petit peu comme le par d'un gardien marseillais. Et je dirais, si on veut même aller le plus loin possible, et ce que je trouve très intéressant, c'est un travail qui a été fait par les instituts de statistique l'an passé, mais également, et qui a été repris par le très bon site Coparena, c'est quelle est l'influence du gardien sur les résultats de son équipe. Et donc, si on prend les post-shot expected goals à la fin de chaque match, en tout cas, c'est un calcul que j'ai effectué, si on prend les post-shot expected goals à la fin de chaque match, et si, par exemple, le post-shot expected goals est une unité au-delà des buts encaissés, et que notre attaque a marqué autant de buts qu'on a encaissés, ou un peu plus de buts encaissés, eh bien on peut considérer qu'un gardien a fait gagner 1, voire 3 points en son équipe, si la somme des post-shot expected goals est au-delà, et une unité au-delà des buts encaissés. Donc vous voyez, on peut commencer... Alors, mon modèle mathématique ou statistique est peut-être pas le bon, je ne l'ai pas vérifié, mais on peut commencer à faire des modèles statistiques plutôt avancés pour pouvoir définir la vraie influence
d'un gardien de but grâce au post shot expected goals. Maintenant, je vais juste parler des limites. Donc voilà, des limites de cette statistique qui est certes très intéressante, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire. La première limite, c'est les facteurs que ça prend en compte. Ce qu'il faut comprendre, le post-shot expected goal ne prend pas en compte les événements qui ont eu lieu avant et après la frappe. Par exemple, si la frappe, c'est une deuxième frappe d'une double occasion, forcément, elle sera plus difficile à arrêter que si c'était une frappe isolée. De même, on n'a pas la minute du post-shot expected goals. En effet, il y a de grandes chances que à la 90e, peut-être l'attaquant soit plus ou moins frais, le gardien soit plus ou moins frais, et que ça influence la probabilité de but ou non. Également, les conditions météorologiques. On l'a vu le week-end dernier, le jeune gardien de Rennes, Allan Barre, où le ballon ricoche un peu sur son gant parce que il y a un petit peu de pluie lors du match. Là, on sent que tout simplement le tir est plus compliqué à arrêter, ou s'il y avait du vent, ou si la pelouse était un peu mouillée également. Donc, on a un petit peu ces limites. Ensuite, est-ce que le post-shot expected goals définit un bon gardien ? Je vous dirais évidemment que non. Un gardien, ça fait pas que arrêter des buts. Pour moi, le post-shot expected goal, ça définit un très bon gardien sur sa ligne. Donc en effet, ça, pour juger un gardien sur sa ligne, c'est essentiel. En revanche, bien évidemment, aujourd'hui, un gardien doit avoir un bon jeu au pied, doit savoir jouer haut pour gérer sa défense et pour soulager sa défense sur les balles en profondeur. Donc également sur le site FBref, vous avez des statistiques complémentaires comme le nombre d'interventions au-delà de la surface, le nombre de dégagements réussis ou ratés, qui permet de compléter un peu cette appréciation. Et je dirais, je compléterai également par 2 remarques qui me paraissent essentielles par rapport aux statistiques. Je pense, en tout cas moi c'est mon avis, c'est que l'œil humain ne sera jamais remplacé. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien me fonder sur par exemple les notes l'équipe ou les notes des correspondants qui ont l'habitude de voir le gardien en tribune, donc notamment pour voir comment il réassure sa défense, quelle influence il a sur ses coéquipiers et surtout le suivi de ses performances habituelles. Et également, tout simplement, ce qu'on demande aux gardiens. Donc en effet, un gardien de but d'une équipe dominée, qui subit beaucoup d'occasions, n'a pas le même job qu'un gardien de but d'une équipe dominante. Et ça, une phrase de Puyol, finalement, le résume très bien. Il parlait de Victor Valdés, son grand gardien des années 2000 du Barça. Il disait « Je ne sais pas si Victor Valdés est le meilleur gardien du monde. En revanche, je sais que c'est le meilleur gardien pour nous, le Barça, actuellement. » Et c'est ce qu'il disait, c'était vrai, c'est que le Barça avait besoin d'un gardien qui soit décisif sur le peu d'occasions qu'il concédait et d'avoir un bon jeu au pied. Et donc Valdés était considéré comme un très bon gardien par son équipe, malgré, selon les médias, des performances en dents de scie. Voilà en tout cas pour ces post-shot expected goals. On va refermer le livre de mathématiques, mais sachez que vous avez donc une stat à laquelle vous référez pour savoir si un gardien est très bon sur sa ligne et performe lors de la saison. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné une nouvelle perspective sur les statistiques des gardiens de but. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à mettre un très bon commentaire. Et si vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dernier Rempart. À très vite.